Comme d'habitude, on est pour l'égalité homme-femme, donc il n'y a qu'une au milieu, c'est moi. S'il ne va pas quelqu'un, vas-y. Tout au bout à droite, vous avez Roussel Liat. Roussel est responsable du Parti communiste à Meaux. À côté, vous avez Nicolas Brett, qui est secrétaire départemental du Parti communiste en Dordogne. À côté, vous avez Henri Vacher, qui est président du mouvement de la paix en Corrèze. Tout à ma gauche, vous avez Vincent, qui est le secrétaire général du Parti communiste de Belgique. Et à côté de moi, comme d'habitude, Aurélien Jean. Avant d'attaquer sur le débat et de passer la parole à Aurélien qui va introduire, je tenais à dire quand même que cette fête, elle est phénoménale. Et un grand merci, un merci immense à tous les militants qui ont monté, tenu des stands et qui vont démonter demain. Franchement, il fallait un sacré courage et une table fête. Et avec une fête avec l'entrée gratuite pour tous. Donc, chapeau, merci aux militants communistes. Bravo les camarades. Et je passe la parole à Aurélien Jean. Merci Corinne. Bon, il n'y a qu'une femme en tribune, mais elle en vaut 5. Hein. Alors on a, comme d'habitude, dans le cadre de la préparation de la fête, on réfléchit aussi à quelle thématique on va lancer pour le débat, et puis on va vous faire la thématique de la fête. C'est un peu parti. Est-ce que... Où est-ce qu'il est ? Thomas. Ah oui, c'est tout. On a un petit écho, donc c'est pas très évident pour parler. Donc on a choisi de revenir sur la thématique de la guerre et de l'économie de guerre. C'était le débat aussi de la fête l'année dernière. En même temps, les choses évoluent tellement vite sur la question que ça nous a semblé essentiel et on ne voyait pas comment dans l'actualité aborder un autre thème alors que celui-ci nous semble central. La succession des conflits internationaux en Irak, en Afghanistan, Libye, en Syrie, etc., sans oublier la Palestine, ça tend à installer la guerre comme une forme de permanence au point que pour une grande partie de la population, elle finit par se banaliser. Elles sont souvent éloignées géographiquement et du coup ça semble plutôt abstrait. Et pourtant, elles trouvent leurs racines dans des enjeux géopolitiques et des intérêts économiques. Et les conséquences sont toujours aussi graves avec des destructions, des morts, des déplacements de population et souvent aussi l'installation de régimes politiques qui sont pires qu'avant les conflits. En France, ces conflits ont souvent été perçus comme lointains. On pouvait les condamner ou appeler à la paix, mais sans nous sentir directement concernés ou exposés. Un sentiment de sécurité qui s'est progressivement installé en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nourri par des discours de l'idéologie dominante qui mettent en avant l'avantage de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU pour garantir cette forme de paix. Et pourtant, maintenant qu'ils ont profité de cette période de paix pour casser tous nos droits, nous exploiter de plus en plus et dégrader nos conditions de vie, ils préparent de nouveaux conflits armés, engageant encore plus directement la France et mettant en jeu la sécurité sur notre propre sol, la sécurité de la population et le retour à l'inimaginable envoi sur le front de troupes d'appelés. L'inquiétude grandit dans la population, à juste titre, mais cela fait aussi partie d'une stratégie globale de terreur que le système nous impose pour mieux paralyser toute forme de résistance à sa politique antisociale, à l'aggravation de l'exploitation et au pillage des peuples. C'est toujours difficile d'aborder cette question de la guerre, puisqu'en fait elle s'inscrit quand même dans la stratégie actuelle du capital de pressuriser la population, de faire peur, ce qui encourage le repli sur soi. Et du coup, on n'a pas envie en tant que parti communiste, c'est pas notre rôle du tout que de faire peur aux travailleurs
et d'aller dans ce sens-là. Mais pour autant, il faut analyser ce qui se passe pour mieux le combattre. Et donc on pense que c'est indispensable d'en parler et que la fête et ce débat en est une bonne occasion. Et depuis une dizaine d'années, l'utilisation de la menace de guerre s'est accélérée dans notre pays et d'une manière plus générale en Europe. La loi de programmation militaire actant une hausse exponentielle des budgets militaires date de 2017, donc presque 10 ans. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Le capital a instrumentalisé le Covid pour détourner massivement de l'argent public, maintenir à flot artificiellement un système économique en crise, générer une inflation historique avec des pénuries et des impressions monétaires historiques, et bien sûr assommer le peuple du monde, les peuples du monde entier, pour mieux les préparer à la suite des événements. La guerre en Ukraine déclenchée l'année suivante va permettre de continuer cette stratégie politique. Multinationales américaines, européennes, françaises ou russes vont continuer d'engranger des bénéfices massifs alors que les travailleurs russes et ukrainiens meurent par millions. Le capitalisme est gagnant sur tous les fronts. En gouvernant par la peur et l'émotion en général, toutes les mesures passent. Tout va trop vite pour que les organisations censées être les nôtres, le PCF en premier, est en dessous de tout et incapable de fournir les armes aux travailleurs pour analyser correctement ce qui est en train de se jouer. L'inflation nous ponctionne chaque jour un peu plus et aggrave les inégalités. Il y a un nivellement par le bas. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous priver d'abord de loisirs, de vacances, puis maintenant de chauffage, de nourriture et de déplacement. Tout se dégrade à une vitesse incroyable, dans un silence assourdissant et avec des discours complètement décalés de l'ensemble des dirigeants politiques, quel que soit leur parti. Mais si l'inflation permet de vider notre porte-monnaie, la stratégie de pillage ne s'arrête pas là. Les mêmes qui entretiennent et provoquent les guerres utilisent cet argument pour réorienter complètement les budgets publics. La guerre en Ukraine en premier lieu. L'élection et les déclarations de Donald Trump sont utilisées de la même manière. Derrière l'apparence d'opposition à Trump se cache une entreprise à peine masquée d'accélération de ce vol d'argent public. Il faudrait accélérer les hausses de budget militaire pour mieux défendre l'Europe, pour être plus indépendant des États-Unis. Ce jeu de dupes sert les puissants, il les sert tous en même temps. Ils sont tous d'accord pour nous piller, chaque discours est calculé et fait systématiquement gagner les deux camps qui se présentent pourtant officiellement comme opposés. Plus précisément en France, cela se traduit par la loi de programmation militaire actant une hausse exponentielle, comme je le disais tout à l'heure, des budgets militaires depuis 2017. Elle prévoyait de faire passer le budget de la défense de 32 milliards par an à 70 milliards en 2030, soit quasiment 40 milliards supplémentaires annuels prévus depuis 2017, 5 ans avant même la guerre en Ukraine. Pour vous donner un ordre d'idée, 40 milliards, c'est 2 fois ce qu'ils appellent chez nous le trou de la Sécu. Donc ça veut dire qu'en une année d'augmentation du budget militaire, même en 6 mois d'augmentation du budget militaire, on bouche ce trou de la Sécu. Alors c'est pas aussi simple, c'est pas des vases communicants aussi simples. Il y en a un qui est financé par la cotisation et l'autre qui relève plutôt de l'impôt, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, quand ils nous baratinent avec les réformes des retraites, le trou de la Sécu, etc. Eux, en une nuit, ils votent une augmentation du budget militaire qui conduit à des dépenses annuelles 2 fois supérieures à ce qu'ils présentent comme le trou de la sécurité sociale. 40 milliards, c'est aussi plus que le budget de tous les hôpitaux français. 40 milliards, aussi, un autre exemple, c'est 1 million de voitures. 1 million de voitures à 40 000 euros, hein, pas des petites Clio d'entrée de gamme. Ça veut dire qu'on pourrait, tous les ans, l'État pourrait offrir 1 million de voitures aux Français gratuitement au lieu de les orienter vers le budget de l'industrie militaire. Vers l'industrie militaire. Ah, des voitures électriques si tu veux. Il y a 6 millions de voitures en France, hein, ça veut dire qu'en 6 ans, on peut renouveler complètement et acheter une voiture à tous les Français à la place d'augmenter le budget militaire. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste parce que 40 milliards, ça semble tellement... Ah, ça nous parle pas, quoi. Personne n'a ça sur les comptes, personne n'a même... personne d'entre nous, aucun d'entre nous n'a même 1000 fois moins que ça sur les comptes, donc on a du mal à comprendre ce que c'est. Donc depuis 2026, la guerre en Ukraine et les déclarations de Trump vont même permettre de faire passer une rallonge cette année, là, sur le budget de loi de finances 2026, une rallonge supplémentaire de 3,5 milliards. L'Union européenne va aussi exiger de la France une aide supplémentaire de 17 milliards juste pour l'Ukraine.
En 2029, le budget de la défense va dépasser celui de l'éducation nationale, et ça c'est historique. Bref, c'est un détournement massif d'argent public qui devrait être utilisé pour d'autres causes bien plus louables que de filer de l'argent aux industriels de l'armement. Et je vais conclure maintenant. La question de la guerre, elle a toujours fait partie du cycle du capitalisme. Ça a été théorisé à maintes reprises, Karl Marx l'a très bien décrit. Et nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Nous pouvons y regarder de tout près, dans le détail, comment ça se concrétise. On ne sait pas exactement là où ça va nous mener. Est-ce qu'ils vont faire par contre perdurer le système dans lequel on est? Est-ce qu'on va avoir une espèce de guerre permanente, continue, pour ponctionner et terroriser les peuples? Est-ce qu'ils vont déclencher quelque chose de beaucoup plus global et faire s'impliquer un nombre de pays beaucoup plus important? C'est difficile ou même impossible à prédire précisément. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà dénoncer les mécanismes qui sont en œuvre. J'en ai décrit un petit peu, alors c'est vulgarisé, hein, je ne vais pas non plus faire une intervention, une introduction de 2 heures. Mais comprendre ces mécanismes et les dénoncer, ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, et je pense que c'est notre rôle. Il faut casser les discours qui présentent la guerre comme quelque chose d'inévitable, quelque chose qui est indépendant de notre volonté, et qui arriverait comme ça, qui nous tomberait dessus sans qu'on puisse rien faire, et montrer qu'en fait, c'est un vrai calcul politique pour toutes les raisons que je vous ai nommées juste avant, créer de l'inflation, terroriser les peuples, détourner les budgets d'argent public. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi intitulé ce discours « Être pour la paix, ce n'est pas juste être contre la guerre », c'est aussi dénoncer et refuser complètement les mécanismes et la logique capitaliste du profit au détriment de tout le reste. Et il nous reste des questions à mettre au débat. Je propose ces deux-là, mais bien sûr, pour intervenir sur l'ensemble des sujets que vous voudrez. Comment s'organiser pour être plus efficace pour défendre ses positions? Et puis, comment utiliser nos organisations actuelles, que ce soit les organisations syndicales, les diverses associations dans lesquelles on est engagé, que ce soit le PCF bien sûr, comment on peut utiliser nos organisations pour mobiliser, pour expliquer aux travailleurs et pour les mobiliser sur ces questions-là qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous passe la parole. Merci beaucoup à Aurélien pour le travail du coup que j'ai pas fait. Qui veut intervenir, peut-être à la tribune pour commencer? Henri? Allez. Oui, merci pour ton intervention. C'est un bon résumé de la situation. Je pense qu'il y a 2 aspects en fait sur les cultures de guerre en ce moment, et je vous proposerai ensuite des moyens pour lutter contre la politique en cours. Donc effectivement, il y a une militarisation des budgets qui se traduit par la montée en charge de l'industrie militaire dans les sites industriels existants. On pense à Renault qui va fabriquer des drones. Donc il y a une militarisation de l'économie qui est engagée, puisque la France est le 2e pays exportateur d'armes dans le monde. Et donc ça c'est le premier volet, c'est la militarisation totale de l'économie. L'économie est mise au service du complexe militaro-industriel médiatique. Et l'autre aspect, c'est la militarisation des esprits. Alors la militarisation des esprits, elle se fait par les campagnes de communication de l'armée tout au long de l'année. La présence de l'armée dans les grandes surfaces pour proposer ses métiers, la présence de l'armée dans les écoles, la mise en place des classes défense et le fait qu'aujourd'hui on est en train d'habituer les plus jeunes à ça, quoi, au fait que la guerre est inéluctable. Donc je pense que c'est les 2 aspects qui sont sur lesquels il faut qu'on agisse, et partir du postulat que la guerre n'est pas intrinsèque à l'homme. Le mouvement de la paix consacre sa politique par le terme de la culture de paix,
puisqu'on considère, l'UNESCO et l'ONU considèrent que la violence n'est pas intrinsèque à l'homme, donc on peut aussi l'expliquer par le capitalisme. Et donc l'homme n'est pas forcément, ne naît pas forcément pour faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'on développe le concept de culture de paix en opposition à la culture de guerre. Et donc je pense que pour agir concrètement, il faut effectivement que nous, citoyens, agissions. Puisque si on revient en 1945 à la Charte des Nations Unies, ça commence par nous, peuple du monde. Aujourd'hui, effectivement, la situation est enrayée. La situation, on sent qu'on est sur une pente glissante. Mais le seul espoir qu'on a, en fait, c'est que ce soit les peuples qui disent stop. Donc effectivement, il y a des associations. Il y a des activités à mener auprès des scolaires, auprès des plus jeunes, auprès de la population, pour affirmer qu'il n'y a pas d'inéluctabilité à la guerre. Voilà, donc ça passe par contester beaucoup plus vivement les budgets militaires et demander aussi des comptes à l'armée, puisque l'armée aujourd'hui sort des écrans radars d'un certain nombre de politiques, par exemple la pollution des sols par l'armée dans ses camps militaires et ailleurs, l'impact de l'armée sur les territoires. Donc ça, faut qu'on arrive à bien le mettre en avant et à bien... Nous, par exemple, à Brive-la-Gaillarde, on a un régiment. Donc le régiment fait tourner l'économie de la commune. Bon, alors aujourd'hui, en fait, on est passé d'une ville où avant il y avait des usines, il y avait des services, il y avait de l'activité. Aujourd'hui, la plus grosse activité, c'est l'armée. Donc on est là pour contester cet état de fait, quoi. Les villes de garnison, c'est pas un outil de développement des êtres humains. Voilà. Allez Nicolas, tout de suite. Oui, merci à vous deux. Donc, je vais être assez bref en vous disant premièrement que pour combattre l'économie de guerre, il faut tout simplement décloisonner les revendications et les montrer à nos concitoyens tous les jours. Que ce qui se passe par exemple en Iran, et là c'est là où ça a été vraiment tangible pour tout le monde, ça a un impact concret sur nos vies quotidiennes, dans le sens où quand vous passez à la pompe, vous douillez encore plus qu'il y a quelque temps, et ça n'a fait qu'enfler depuis le fameux mouvement des Gilets jaunes. Et maintenant, on va se diriger lentement mais sûrement vers 3 balles le litre. Ça va pas être tenable. Il n'y a pas grand monde en France qui est remboursé pour aller au boulot quand vous prenez votre bagnole depuis des villages où t'as plus de chemin de fer, où t'as l'autoroute bien loin, des routes parfois limite défoncées. Et pourtant, tu vas au travail parce qu'il faut bien manger, il faut bien payer les factures d'électricité. Donc voilà, premièrement, nous, ce qu'on a tenté, notamment ce qu'ont réalisé les camarades en Corrèze, c'est une campagne très simple, économie de guerre égale vie chère, tout simplement. Deuxièmement, pour ce qui est du côté très local, périgourdin, donc Dordogne, qui me concerne maintenant du fait des nouvelles responsabilités que j'ai, vous avez d'importantes luttes à la poudrerie de Bergerac, qui est donc une des grandes poudreries françaises, car en gros, vous avez dans de nombreuses usines, c'est le cas aussi à Brive, Henri en a parlé indirectement, d'énormes commandes qui arrivent dans les diverses industries que nous avons encore en France, mais pour autant les conditions de travail, les salaires, etc. des travailleurs et des travailleuses ne s'améliorent pas, donc ils ont bien raison de gueuler, ils ont bien raison de revendiquer et d'être d'accord aussi avec le fait, quand on va voir notamment nos camarades syndiqués dans ces boîtes,
de dire que ouais, on pourrait fabriquer d'autres choses, hein, que c'est pas si important que ça, fabriquer des armes. Il vaudrait mieux fabriquer des casseroles, des pièces automobiles, comme c'était le cas dans une usine où j'ai moi-même bossé et où est toujours mon père qui a encore 3 ans à étirer. En gros, historiquement, c'était une boîte de sous-traitance auto pour PSA, et progressivement, les marchés pour PSA ont été remplacés par des marchés pour EDF, Total, mais surtout pour l'armée. Ils fabriquent notamment des culs d'obus qui servent pour l'Ukraine, nous a-t-on dit. Et ça, malheureusement, c'est très caractéristique de ce qu'on observe à l'heure actuelle. Et en plus, pour les pièces militaires, je pense que vous pouvez le deviner, il y a différentes précautions à prendre. Il y a la question du secret défense, etc., etc. Mais pour autant, un travailleur qui va fabriquer des pièces pour l'armée n'a pas forcément de meilleures conditions que le travailleur qui va faire du papier couché, des pièces classiques, de solutions anti-vibratoires pour l'automobile, etc., etc. Bon, je laisse la place à Russell éventuellement. D'accord. Merci. Donc, je vais parler de quelques cas spécifiques quand même, mais en commençant avec une chose, c'est que parfois, quand même, il y a des guerres pour les faire. Pour lutter contre le nazisme, pendant la guerre, pas d'autre façon, d'accord? Pour en avoir d'autres cas. Par contre, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Je pense que vous savez que Jean Jaurès avait dit le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc, aujourd'hui, dans un système où il y a beaucoup de guerres asymétriques menées par les Américains, souvent, soit c'est pour des raisons politiques avec des retombées économiques, ou c'est purement économique. Par exemple, les questions politiques, il y avait des retombées économiques. On a Yougoslavie. La destruction de Yougoslavie est un grand pays dans une région en Europe qui était important. Les Américains souhaitaient que ça soit éclaté. Par la suite, même avant la fin de la guerre, on disait en France qu'il fallait investir dans les entreprises de construction, comme Saint-Gobain, parce qu'ils allaient avoir des contrats pour reconstruire le pays. En plus, les ventes d'armes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les Kalachnikov qui sont en France, beaucoup, ça vient de cette guerre. Ça veut dire qu'ils étaient utilisés là-bas, et après ils arrivent ici. Vous avez la même chose avec Irak et Syrie. Ce sont des pays qui étaient importants dans une région. Iran, c'est pareil. Ils ne sont pas avec les Américains. Il faut les faire tomber, il faut casser des choses. Mais c'est une région importante à cause du pétrole, forcément. Et en plus, encore, on va avoir des contrats derrière, comme en Irak. Les Américains, ils sont arrivés et il y avait plein de contrats pour eux. Et pas que les Américains, les Anglais aussi et d'autres. Après, on peut aussi regarder par exemple les trucs purement de ouvrir marché. C'était pas vraiment une guerre, mais on a Venezuela. C'est-à-dire, on fait une action militaire là-bas, clairement, pour ouvrir un marché. Et tout de suite après, ce sont des entreprises de pétrole, des États-Unis, des Européens, qui arrivent. Cuba, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont essayé une fois, et je veux dire, le fait qu'ils souhaitent plier Cuba, c'est pour ouvrir le marché aux Américains, principalement. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Amérique latine, les Américains, ils ont fait ça plein de fois. Soit à travers le CIA, soit avec la force. Mais ils étaient derrière. Pour voir un truc. Oh non, ça va. De toute façon, les deux qui pèsent beaucoup aujourd'hui, évidemment, c'est en Palestine, mais bon, c'est pas une guerre, c'est un massacre. Et ça, c'est les États-Unis qui
laisse Israël faire exactement ce qu'il souhaite. Après l'Ukraine, c'est un peu plus compliqué. Les deux côtés sont pourris. Et les Américains ont réussi un grand coup. Je ne pense pas qu'ils ont fait exprès, mais ils ont réussi à affaiblir la Russie, à affaiblir l'Europe, à faire en sorte que ça coûte beaucoup plus cher pour les habitants des pays européens. Une impression politique énorme sur les peuples ici. En plus, ils vendent des armes. Parce que pour vendre des armes, il faut faire la guerre. Point. C'est comme ça. Donc ils ont un intérêt à faire ça. Et il ne faut jamais oublier en plus que les entreprises qui fabriquent des armes, ce ne sont pas des entreprises vraiment privées. Ce sont des entreprises plutôt subventionnées par le gouvernement. C'est-à-dire que ça fonctionne avec le gouvernement. Ce n'est pas les gens privés qui vont acheter un avion de guerre. Ce n'est pas la même chose. Donc vous avez besoin de faire la guerre pour faire marcher ces grandes entreprises. Et donc c'est là où on voit le vrai problème entre cette connexion économique avec la guerre. Après ils vont dire mais on fait la guerre pour telle ou telle raison. On a dit que en Venezuela, Maduro il fallait le prendre parce que c'est un marchand de drogue. C'est n'importe quoi. Rien. Donc ils vont trouver des excuses, mais souvent c'est pas la vraie raison. Merci. Peut-être notre camarade Vincent maintenant. Alors Vincent pour le Parti communiste de Belgique. T'as vu, je l'ai dit avec l'accent. C'était presque ça. Chers camarades, je m'appelle Vincent, secrétaire national du... Oh, c'est horrible l'écho. Je m'appelle Vincent, secrétaire national du Parti communiste de Belgique. Communistische Partij van België, camarade Jeff. Avant toute chose, je veux vous féliciter une fois de plus pour l'organisation de cette magnifique fête des libertés. Vous avez réussi à faire vivre ici un véritable petit village de résistance, composé de plusieurs chapiteaux de débats, de rencontres, de fraternité et de militantisme. Ça me fait penser un peu à une célèbre bande dessinée belge qui s'appelle Astérix et Obélix, le petit village des Gaulois qui résiste face à l'empire des Romains et qui accessoirement foutait aussi quelques claques dans la gueule de Jules César, qui portait pas de falzar. Et il faut le dire, monter tout cela sous un soleil et une chaleur de plomb, ce n'est pas rien. Franchement les camarades, ce n'est pas seulement une médaille que vous méritez, ce n'est même pas deux médailles, c'est carrément une coupe, la coupe du militantisme et du courage. Cela fait maintenant plusieurs années que nous avons des liens très fraternels avec le communiste de Saint-Quentin. Nous sommes déjà venus de nombreuses fois à la fête des libertés, la fête de l'UMA, à vos soupers annuels, à vos débats. Et je peux vous le dire, même si nous venions encore 1001 fois, nous serions toujours impressionnés par votre détermination, votre courage et votre fidélité au combat communiste, marxiste, léniniste. Puisque nous sommes dans les félicitations, je veux aussi saluer la camarade Corinne Bécourt, d'avoir été élue encore secrétaire de section lors du dernier congrès. Camarade Corinne, je crois que ce n'est pas encore pour aujourd'hui que tu vas pouvoir prendre ta retraite. Merci à vous camarades de nous accueillir une fois de plus, les bras ouverts. Je vais également remercier mes camarades du PCB, CPB, qui ont fait le déplacement jusqu'ici, qui m'ont fait confiance et qui continuent avec nous à reconstruire, renforcer et faire vivre notre parti. Je dois vous dire que certains camarades belges m'ont regardé avec une drôle de tête quand j'ai proposé de venir à une fête du PCF. Ils savent pourquoi, ils connaissent nos critiques envers certaines orientations de la direction nationale du PCF, mais ils savent aussi que la section de Saint-Quentin ne se résume pas à cela. Ils savent que vous menez une vraie lutte, courageuse, fraternelle et communiste. Je n'en dirai pas plus, mes camarades sont au courant. C'est aussi avec une grande fierté que je veux vous annoncer que le Parti communiste de Belgique grandit, parfois à grands pas, parfois par petits pas, mais il grandit. Nous récoltons enfin ce que nous avons semé depuis notre 37e congrès en juin 2023. Nous avons encore beaucoup de projets devant nous, beaucoup de travail, beaucoup de combats menés,
mais nous avançons. L'année dernière, ici même, j'avais évoqué quelques épisodes de notre histoire. J'avais parlé de notre camarade Julien Lahaut, secrétaire national du Parti communiste, assassiné après avoir crié « Vive la République » lors de la prestation de serment du roi Baudouin. Quelques temps plus tard, il a été abattu d'une balle dans la tête, devant sa maison, sur le pas de sa porte. J'avais également parlé du Congo, de la colonisation belge, de cette propagande royale qui prétendait que la Belgique avait apporté le travail, l'économie, la civilisation. Et face à ces mensonges, un homme s'est élevé pour dire la vérité. « Mon Seigneur, ce que vous dites est faux. Votre pays coupe les mains de mes frères et mes sœurs parce qu'ils ne produisent pas assez de caoutchouc. » Cet homme, c'était Patrice Lumumba. Lumumba dénonçait le colonialisme, les massacres, l'exploitation, les conditions terribles dans les mines. Il fut massacré de manière atroce parce qu'il disait la vérité, parce qu'il voulait l'indépendance réelle de son peuple. Il faut aussi rappeler que l'uranium utilisé par les États-Unis pour fabriquer la bombe nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki venait du Congo sous la domination belge. Voilà aussi ce que c'est l'impérialisme, voilà aussi ce qu'est le capitalisme quand il se déploie à l'échelle du monde. La mort, le pillage, l'exploitation. Mais aujourd'hui, je veux surtout développer un point que j'avais déjà abordé l'année dernière, nos enfants, notre jeunesse. Je vais essayer de m'expliquer les choses en essayant de contenir mes émotions. J'avais posé une question simple que nous devions nous poser à nous en tant que parents et à nos enfants. Qu'est-ce que vous ferez quand ils viendront frapper à la porte de vos maisons, quand ils donneront des armes à vos enfants et quand ils leur diront « Maintenant, vous allez faire votre service militaire ». Qu'est-ce que vous ferez quand ils voudront envoyer nos enfants au front comme chair à canon? Je le répète aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut poser comme question à nos enfants? Qu'est-ce que tu vas faire? J'avais dit ici au Fête des Libertés au début du mois de juillet, et quelques mois plus tard en Belgique, nos adolescents ont reçu un courrier du ministre de la Défense, Theo Franken, séparatiste et nationaliste flamand. Dans cette lettre, il vendait le service militaire comme on vend une nouvelle bagnole ou une cuisine en promotion. Salaire attractif, 1800 €, logé, nourri, encadré, une belle brochure, un bel emballage, un beau discours. Mais derrière l'emballage, il y a quoi? Il y a la militarisation de la jeunesse. 1500 jeunes ont répondu à l'appel et la Belgique en a fait des jeunes soldats. Ils construisent des infrastructures militaires, des villages militaires, des logements, des crèches, des magasins. La Belgique veut encore augmenter les effectifs militaires d'ici 2030 et recruter 2000 adolescents supplémentaires, soit un total de jeunes de 3500 soldats. Et certains parlent déjà de réintroduire le service militaire obligatoire. Et moi, les camarades, j'ai les poils qui se redressent. J'entends les gens dire « c'est bien ». Ça leur fera les pieds à ces jeunes qui ne savent rien faire apparaître sur leur smartphone derrière un écran d'ordinateur. Ça leur apprendra la discipline, la rigueur, le respect. Mais de quelle jeunesse parle-t-il? Prenons aujourd'hui un jeune qui a 15, 16 ou 17 ans. En 2020, il a entre 9 ans et 11 ans. Il a vécu le Covid, les interdictions de sortir, l'isolement, la peur, les contrôles policiers. On a enfermé les enfants, on leur a volé une partie de leur enfance. Et pendant ce temps-là, des drames ont eu lieu, des jeunes poursuivis, paniqués, écrasés, tués, des enfants face à une violence policière terrible. On se souvient du gamin qui est comme un lion en cage, qui était interdit de sortir, qui prend son scooter, la mobilette, il sort, il ne se passe rien, il n'y a personne dehors, il se fait malheureusement poursuivre par la police, gyrophare, sirène plein gaz, il panique. On fonce dedans comme une voiture bélier, le gamin est mort sur le coup. On sait aussi un gamin qui a été poursuivi dans le parc à Bruxelles, écrasé par la police. La police a arrêté 10 mètres plus loin, ils ont enclenché la marche arrière et ils ont roulé une deuxième fois sur le gamin. Et ensuite, on ose encore faire la leçon à la jeunesse. 2 ans plus tard, 2022, la guerre éclate dans le Donbass. L'année suivante, l'État génocidaire d'Israël massacre le peuple palestinien, attaque le Liban, la Syrie, pendant que les États-Unis alimentent et arment le régime fasciste de Netanyahou. Bref, la guerre éclate partout, aux 4 coins du monde, contre tous ceux qui refusent de plier devant Washington. Et après tout cela, ils osent encore fustiger les jeunes. Mais les jeunes voient clair, ils sont dégoûtés du monde qu'on leur laisse, enfin pas qu'on leur laisse,
Ce monde n'est pas le prolétaire qui l'a construit. Ce monde, c'est celui de la classe dominante, de la bourgeoisie, des va-t-en-guerre, des capitalistes. Notre tâche, à nous communistes, c'est de soutenir la jeunesse, c'est de l'éduquer politiquement, c'est de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est courageuse, qu'elle n'est pas responsable du chaos du monde. Notre tâche, c'est de lui dire qu'elle n'est pas faite pour être envoyée au front. Elle n'est pas faite pour mourir dans les guerres de l'OTAN. Elle n'est pas faite pour servir de chair à canon aux impérialistes. Elle n'est pas faite non plus pour être exploitée dès l'adolescence. On a sorti nos enfants des mines et aujourd'hui le patronat les met derrière les caisses des supermarchés à 15 ans. Voilà leur progrès, voilà leur avenir. À cause du budget militaire qui a plus que doublé, le gouvernement prend l'argent dans la poche des travailleurs, dans les hôpitaux, dans les pensions, dans l'enseignement, dans la sécurité sociale, dans les allocations. On coupe dans la vie pour financer la mort. On nous dit que l'OTAN protège la paix, c'est faux. L'OTAN n'est pas une organisation de paix, l'OTAN est une machine de guerre. C'est le bras armé des États-Unis, c'est l'instrument de l'impérialisme occidental. Et aujourd'hui, nous voyons monter les flammes d'une guerre mondiale. Nous devons avoir le courage de le dire, la Troisième Guerre mondiale n'est plus une menace abstraite. Elle a été préparée, financée sous nos yeux par le budget militaire, par la propagande, par la militarisation des esprits, par la mise au pas de la jeunesse. Aujourd'hui, le fascisme n'est plus au fond des jardins, il n'est plus seulement devant la fenêtre, il n'est plus devant la porte est ouverte, le fascisme est bien rentré. Et qui a ouvert ces portes? Les médias dominants bien sûr, mais aussi la social-démocratie. Parce que le capitalisme a deux bras, son bras droit le fascisme et son bras gauche la social-démocratie, qui lui ouvre la porte et qui lui déroule même le tapis rouge. Lénine nous enseignait qu'il faut avancer étape par étape. Il faut d'abord savoir qui est notre ennemi principal, il faut d'abord combattre notre propre impérialisme. Pour nous, communistes de Belgique, cela veut dire combattre l'impérialisme belge, l'OTAN, l'Union européenne militarisée et tous ceux qui entraînent la classe travailleuse vers la guerre. Pour cela, que nous disons clairement l'OTAN hors de la Belgique hors de l'OTAN pour la dissolution de l'OTAN. Entre la Belgique et l'OTAN, c'est une longue histoire d'amour impérialiste. Nous avons des bombes nucléaires à Kleine-Brogel, nous avons des bases militaires, nous avons le quartier général de l'OTAN à Evere, nous avons déjà eu 2 secrétaires généraux belges de l'OTAN. Nous avons aussi sur le plan européen des structures de coordination au service de cette stratégie militaire. Depuis le début de la création de l'OTAN, il y a ce faux prétexte de la menace russe, relayé et accentué par les médias occidentaux. Nous, les communistes de Belgique, nous le disons, la Russie n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, il est chez nous. Notre ennemi, c'est notre propre bourgeoisie. Notre ennemi, c'est l'OTAN. Notre ennemi, c'est l'impérialisme qui veut envoyer nos enfants mourir pour ses intérêts. Soutenons les pays qui résistent à l'impérialisme. Soutenons les pays qui, chacun à leur manière, refusent la domination des États-Unis et de leurs alliés. Nous sommes pour un front mondial anti-impérialiste, un front contre la guerre, un front des travailleurs contre le capital, un front de la jeunesse contre la militarisation, un front des communistes contre le fascisme. Camarades, ce que nous devons construire n'est pas seulement une addition de couleurs, c'est une force organisée, c'est un parti, c'est une conscience de classe, c'est une solidarité internationale. Les communistes de Belgique et les communistes de Saint-Quentin ont cette fraternité-là. Nous savons reconnaître les camarades qui luttent vraiment. Et ici à Saint-Quentin, nous voyons les camarades qui luttent, qui tiennent bon, qui organisent, qui résistent encore et encore. Alors encore une fois, bravo pour cette fête, bravo pour ce village de résistance, bravo pour votre détermination. Et que vive la jeunesse, que vivent les travailleurs, que vive l'internationalisme prolétarien, vive la section des communistes de Saint-Quentin, vive le Parti communiste de Belgique, Comunistische Partij van België, El Pueblo Unido jamás será vencido. Merci. Alors, d'autres interventions? Allez, je le vois, tu as 2 mots à nous dire. Non, non, tourne pas ta tête. Ouais, moi, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Allez.
Je me présente, je m'appelle Philippe, je sais pas très bien ce que je vais pouvoir vous raconter après tout ça, puisque mon camarade Vincent a bien résumé la situation. Je crois qu'on est dans une époque où on doit tous lutter pour les mêmes choses. J'ai vu les différents tracts ici du Parti communiste de Saint-Quentin. Toutes nos revendications belges sont en fait vos revendications, vos luttes sont les nôtres. Et c'est en ça qu'on se rejoint. C'est un peu de ça qu'on veut que je parle. J'ai eu l'occasion d'aller au Liban au mois de janvier, invité par Massar Badil. Nous étions 11 représentants de la plateforme Charleroi Palestine et Sabidoun. Ce que je peux simplement en dire, c'est que la lutte de la Palestine et du Liban, c'est notre lutte à tous. Leurs conditions, actuellement, seront nos conditions à nous, plus tard. Donc, il est de notre devoir de lutter, nous, ici, pour qu'on n'ait pas à subir ce qu'eux subissent. Voilà. Non. Je veux dire un mot. Bien dit, Fier. Ouais. Alors, tout ce qui concerne la guerre, qui envoie nos enfants, qui est tout ce qui est prévu, tout à fait d'accord. Et en même temps, dans la lutte de tous les jours, dans la lutte qu'on a entre voisins, il y a aussi notre vie, notre pouvoir d'achat, nos salaires, la vie de tous les jours. Faut pas qu'on oublie. Alors la guerre, je suis d'accord. Palestine, tout ça, je soutiens à 100%. Mais en même temps, notre combat, c'est comment nous, on empêche tout ça. Comment on fait avec nos salaires? Comment on fait avec la vie de tout ce qu'on a tous les jours? Il faut qu'on y gagne. Il faut qu'on aille sur le combat. Le combat de la guerre, c'est le même combat que avoir nos salaires. Parce que quand on se bat par rapport au service public, quand on se bat par rapport à tout ce qu'il y a tous les jours, quand on se bat aujourd'hui par rapport au plan canicule, hein, c'est à travers l'argent qu'on donne aux armements, qu'on perd parce qu'on veut faire la guerre. Cette guerre-là, personne ne la veut. On n'a pas envie d'envoyer nos enfants partir à la guerre. Ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent tous les jours, qu'ils puissent avoir accès aux services publics, à l'éducation, à tout. On est en train de dépenser des milliards, on nous leurre, on nous trompe. On nous trompe par rapport au... Alors, là, c'est par exemple la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ah, c'est un jeu vidéo. Tous les jours. Ou alors, ça va, le lendemain, on bombarde le Koweït, le lendemain, on empêche les bateaux de passer, et pendant ce temps-là, le pétrole il augmente, et pendant ce temps-là, nos salaires, ils suivent pas, et pendant ce temps-là, le pétrole il grimpe. Pour qui? Il sert à qui? C'est bien le bon capitaliste. Ils en ont rien à broyer de nous. Ils s'en foutent complètement. Et c'est là que le combat, il est tous les jours. Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour faire comprendre que ça, c'est pas une fatalité? Arrêtons de faire croire aux gens, alors je dis pas ici, hein, mais arrêtons de faire croire aux gens que c'est fatal, c'est normal. Vous avez 4 chaînes de télévision d'infos tous les jours, 24 heures sur 24. Si vous comprenez pas, c'est que vous êtes des ignares. Parce que la guerre est normale. Non, la guerre n'est pas normale. Elle sert à un système, elle sert aux capitalistes et elle sert bien à nous exploiter tous les jours. Bravo. C'est ça la lutte. C'est pas les États-Unis, c'est pas la guerre. C'est ça. C'est notre vie à nous, les enfants. Ouais. Je contrebalancerai un petit peu Serge. Il n'est pas question de dire le thème c'est la guerre, le combat pour la paix
et que les autres questions ne sont pas prioritaires. Non, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tous les sacrifices que nous subissons, tous les mauvais coups que nous avons, la santé, l'état des hôpitaux, l'école, etc., c'est à cause, principalement, alors au départ on nous a fait au nom du Covid, et maintenant on nous le fait au nom de la guerre. C'est dans ce sens-là que ça marche. Alors bien sûr, il faut combattre sur le terrain pour payer l'essence moins chère, ou pour augmenter les salaires. Mais toutes les raisons et tous les motifs, ils justifient tout par la guerre. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, qu'il faut le prendre idéologiquement. Voilà. Qui est-ce qui va intervenir encore? Alors. Je vais compléter le propos de Corinne. Effectivement, j'ai parlé de la culture de paix, mais en fait, la culture de paix ne peut se concevoir que dans une société qui répond aux besoins sociaux de la population. C'est-à-dire pas de paix, pas de paix sans justice sociale. Donc effectivement, les écoles, les hôpitaux sont des conditions pour qu'il y ait la paix. La violence des sociétés est liée à ce qu'on nous fait subir. Donc si on veut arriver à un monde en paix, il faut des réformes sociales. C'est pour ça que tout à l'heure je disais à Corinne, si on est pacifiste, on est forcément communiste. Au sens où pour vouloir la paix, il faut vouloir un monde meilleur et un monde plus juste. D'autres interventions? Julien Play veut dire un mot. Il n'y a personne qui veut parler là. Amélie? Tu veux parler, Amel? Non? Alors, je vous propose... vas-y. Allez. Moi, je pense que tout est lié et que c'est pas forcément à cause de la guerre, c'est que la guerre sert de prétexte pour nous piller. Et je vais vous donner un exemple concret parce que des fois ça paraît éloigné tout ça, et en fait ça a des conséquences directes sur tous les jours. Alors quand il s'agit de l'essence, Nicolas tu l'as évoqué, et puis il y a 2-3 autres camarades aussi, il y a la question des budgets, ça a une conséquence mais indirecte. Au niveau du budget régional par exemple, on a les lycées qui dépendent de la région, et on a des dotations de l'État qui baissent de 6 milliards. Et 6 milliards, c'est l'augmentation du budget militaire cette année. Et pour la région Hauts-de-France, par exemple, on est une région au nord, comme son nom l'indique, au nord de la France, donc une région qui a besoin de chauffer pas mal ses établissements. Et avec la hausse de l'énergie qui provient aussi, qui a comme prétexte la guerre en Ukraine, alors je ne vais pas refaire tous les mécanismes, mais c'est une conception complètement délirante basée sur une norme européenne, qui nous impose des tarifs de l'énergie exorbitants, des tarifs de l'électricité, encore plus pour les collectivités locales. Et on a une région avec des budgets qui sont de plus en plus resserrés et des budgets insuffisants qui sont alloués aux établissements scolaires, et donc un manque de chauffage dans les établissements. C'est quand même un truc de dingue de se dire qu'en 2025-2026, on a des classes l'hiver qui sont à 13 ou 14 degrés et à peu près les mêmes températures dans des internats. C'est tout bonnement... C'est hallucinant. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 20 ans, que nos gamins dans les classes soient obligés de porter des blousons en plein hiver dans un pays comme le nôtre, même tout simplement en Europe. Donc il y a vraiment un lien entre tout ça, et on a intérêt à démonter les discours comme ça a été dit et à se battre au quotidien pour nos salaires bien sûr, pour pouvoir mieux vivre, pour qu'il y ait du chauffage dans les établissements, et en se battant pour ça, il faut le lier à la question de l'économie de guerre, puisque c'est ce qui va leur permettre de justifier des budgets de plus en plus resserrés. Donc voilà, il y a un ensemble et il faut faire le lien entre tout ça, sinon il manque quelque chose. Et dans leur discours, il y a de l'incohérence, et nous, notre discours, il doit être le plus cohérent possible. Et voilà, là, je pense que c'est là notre travail.
Merci. Intervention? Oui, vas-y camarade. Présente-toi en même temps. Avant-hier, à Bruxelles, il y a eu une réunion à l'initiative de la représentation de Venezuela en Belgique. Et il a fait un double appel à nous. Le premier appel, c'est l'appel politique pour lutter pour la libération de Maduro et de Celia. Ils ont fait un deuxième appel, maintenant qu'il y a eu des tremblements de terre. Ils ont fait un appel pour aider les Vénézuéliens dans cette situation de tremblement de terre. De plusieurs pays, il y a eu des médecins et des constructeurs qui ont entré au Venezuela pour aider. Et de l'Amérique, il y a l'armée américaine qui est entrée, soi-disant pour aider Venezuela. Or, contre cela, il y a l'appel international, donc aider la lutte politique au Venezuela et soutenir la campagne financière. Les pays de l'ALBA en Amérique latine ont ouvert un compte et ils font un appel à soutenir ce compte et donner concrètement un signe de votre solidarité. Dans notre publication, on va vous donner la façon concrète dont vous pouvez le faire. Je vais le compléter, le camarade. Donc il m'a transmis le communiqué, l'appel du Parti communiste et de l'ambassade du Venezuela. On va mettre ce communiqué en ligne, car effectivement, oui, après le tremblement de terre et la situation politique là-bas, c'est une catastrophe. Et vous aurez tous les contacts pour ceux qui veulent faire un don et aider ce pays. Voilà. Autre intervention? Johan? Merci Corinne. Je voulais juste rappeler que derrière la guerre, il y a des hommes et que faut pas. Je pense que l'un des meilleurs moyens de viser la paix, c'est de rappeler qu'il y a des morts. Et effectivement, moi je suis professeur et il y a un gamin qui me tenait un discours guerrier et je lui ai dit tu veux faire la guerre? Il m'a dit oui, je veux aller faire la guerre. Et je lui ai demandé s'il voulait mourir. Il m'a dit non. Et je pense que ça c'est une évidence et qu'on a tendance à oublier. Parce que quand on voit ce qui se passe en Iran, c'est des bombardements. Et les bombardements, c'est des avions qui lâchent des bombes. Donc on oublie les victimes qu'il y a derrière. Quand on parle d'Israël qui bombarde le Liban, on parle des bombardements, mais on ne parle pas des victimes qui sont dans les immeubles. Voilà. Et en Ukraine, c'est pareil. On nous parle des drones, on nous parle de toutes les attaques ukrainiennes contre les Russes contre les Ukrainiens. Mais en même temps, on oublie à chaque fois qu'il y a des victimes. Il y a des soldats qui n'ont pas du tout envie de mourir au front. Il y a des soldats qui cherchent à fuir le front. Et malheureusement, ils sont rattrapés par l'armée ukrainienne et envoyés de force au combat. Voilà, donc je voulais juste rappeler une évidence. Parce qu'effectivement, l'un des meilleurs moyens de rappeler ce qu'est la guerre, c'est de rappeler que c'est des morts, des victimes. Et le devoir de mémoire, il est là aussi. Enfin, plus prof d'histoire. Donc rappeler le 8 mai, le 11 novembre, c'est rappeler qu'il y a des victimes, il y a des milliers et des milliers de morts qui ont tout fait pour essayer de survivre. Voilà, merci. Moi, je veux juste rappeler une phrase.
La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Je vous remercie. Alors, je pense qu'on va prendre cette phrase pour une belle conclusion. Je vous invite tous à aller vous rafraîchir au bar, d'autant que vous ferez rentrer des sous dans la caisse, donc ça m'arrange complètement. Et je vous souhaite une bonne fête des libertés. Il y a Ludovic qui se prépare là, il nous a fait une surprise à l'accordéon, et encore un groupe qui arrive qui s'appelle Cactus. J'appelle tous les bonnes âmes à venir aider au démontage demain, parce que demain à 8 h il faut démonter. Ah, c'est ceux qui veulent commencer ce soir, mais sinon, voilà. Et bonne fête des libertés à tous, et encore merci à tous les militants.